Parmi les 50 femmes les plus influentes du Maroc, certaines inspirent par leur parcours, d'autres par leur capacité à faire évoluer leur profession. Notre invité aujourd'hui incarne cette alliance rare entre science et humanité. Infirmier, pédagogue et auteur, elle s'engage à faire reconnaître le soin comme une véritable science, fondée sur la recherche, la réflexion et le sens. À travers son travail et ses écrits, elle défend une vision du profession, où chaque geste, chaque décision s'appuie sur la rigueur scientifique et la profondeur humaine. Aujourd'hui, dans Nurse Talk, nous parlerons de la recherche scientifique en sciences infirmières, de son importance et de ce qu'elle apporte à notre profession. Et c'est avec un immense honneur que nous recevons aujourd'hui avec nous Madame Bedia Jabran. Bonjour à tous. Bonjour. Aline, bonjour. Merci beaucoup pour l'acceptation de la demande. Avec plaisir. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Bedia, la personne, et sur ce qu'elle a poussé à choisir le domaine des soins infirmières? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Bedia, si je devais vous la résumer, donc elle a grandi en France et du coup, le choix de la formation et surtout de la profession infirmière, elle s'est faite en jouant en fait. En découvrant une infirmière qui venait faire des soins à des personnes âgées qui étaient dans mon quartier. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être vraiment une profession généreuse parce qu'elle prenait soin de ces personnes âgées. Elle passait 2 fois par jour pour les visiter. Et c'est resté comme un projet, en tout cas dans ma tête. Et au fur et à mesure que je grandissais, je passais de classe en classe. Le prof me demandait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et à chaque fois, je disais infirmière. Jusqu'au baccalauréat. Et là, par contre, j'ai été un peu plus chercher. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, dans les années 90. Donc, je suis partie à la bibliothèque du lycée pour aller voir la formation, en quoi elle consistait, combien de temps ça durait. Et quand j'ai vu que c'était 3 ans, je me suis dit, c'est chouette, c'est ça que je veux faire. Voilà, je veux devenir un professionnel rapidement. Et voilà, et ça a été confirmé sur ce choix-là. Et c'est comme ça que Bedia a commencé ses études à 18 ans. Et elle a eu son diplôme à 21 ans. Donc c'est votre choix en fait. Exactement, c'était mon choix. C'était vraiment quelque chose que je voulais. Donc au-delà de que quelqu'un me l'impose, c'était mon propre choix. Moi, je voulais être infirmière, un point, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait, en tout cas dans les différents métiers. Donc c'était 3 ans, donc c'est une licence, c'est pas bachelor? En France, c'est un diplôme d'État. D'infirmier, donc effectivement maintenant c'est reconnu comme licence en France, mais à mon époque c'était un diplôme d'état infirmier et effectivement c'est une formation de 3 ans, même 3 ans et demi, parce qu'à l'époque nous on finissait qu'en novembre, mais voilà, mais c'est la même chose que ce que vous avez vous ici actuellement à l'UM6P. Et vous avez commencé dans quel stage, dans quel service? Alors mon premier stage c'était un stage en maternité, donc j'avais 18 ans, je découvrais du coup un nouveau monde. Un monde où c'était les naissances des bébés. Et puis après, il y a eu d'autres stages un peu plus techniques où c'était la chirurgie, c'était la réanimation, les urgences. Mais déjà, ce premier stage maternité m'avait vraiment fascinée. Parce que donner la vie, pouvoir s'occuper d'enfants qui viennent de naître. Donc voilà, et ça m'a encore plus encouragée à continuer dans cette filière-là. Et donc vous avez travaillé combien de temps après la licence pour faire le master? Alors en fait, moi j'ai eu un parcours complètement atypique. Dans ma tête, moi je voulais devenir infirmière. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait, même après. Donc donc j'ai travaillé en fait 11 ans en tant qu'infirmière. Alors normalement, je devais travailler en service de cardiologie, parce que c'était un service où je travaillais pendant mes études. Donc, j'ai commencé dès l'âge de 19 ans à faire des gardes, les week-ends, les jours fériés, pour me faire un peu d'argent, pour payer mon essence de voiture. Et du coup, j'avais mon poste qui m'attendait après mes 3 ans. Sauf que le mois où je devais attendre mes résultats, parce que les résultats, c'était mi-novembre, j'ai trouvé en fait une annonce où ils cherchaient une infirmière pour 1 mois dans un hôpital qui n'était pas très loin de chez mes parents à l'époque. Et je me suis dit, tiens, au lieu de rester à la maison 1 mois, je vais postuler. Et puis j'ai postulé, on m'a pris. Sauf que j'ai terminé le mois et puis le directeur m'a dit, écoutez, on aimerait bien vous garder. Est-ce que vous seriez intéressé pour travailler avec nous? On vous fait un CDI. À l'époque, CDI, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et je suis restée toute ma carrière, en fait. Donc, je suis restée 11 ans. Donc, j'étais en service de médecine aiguë gériatrique avec quelques lits de soins palliatifs.
Et après ces 11 ans, mais vraiment, moi, j'adorais ce que je faisais, hein, que ce soit auprès des patients, mais aussi auprès des collègues aides-soignantes, hein, des médecins également. Une fois, c'est le chef de service, pardon, qui m'a dit, écoute, Badia, tu vas pas finir ta vie infirmière, ça te dirait pas de faire l'école des cadres? Alors moi, l'école des cadres, c'était un gros truc, hein, c'était vraiment les intellectuels très poussés. Et du coup, j'ai tenté le concours, et puis à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, et puis j'ai été reçue, et puis après, j'ai fait ma formation sur 2 ans. Et puis après, j'ai pris la direction de 2 services, un service de médecine et un service de rééducation. Voilà, et puis un jour, en 2014, j'ai voulu venir voir un peu ce qui se passe au Maroc. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Maroc en 2014. Mais ça, je pense qu'on va en parler après. Mais vraiment, c'était sur un projet nouveau. C'était le lancement d'un hôpital universitaire à Marrakech. Je ne connaissais pas Marrakech. Mes parents étaient plutôt originaires de Casablanca. Donc voilà, je suis venue. Et ça a été un super challenge, en tout cas personnel. Faire le montage, faire l'organisation des soins, le recrutement du personnel, former le personnel, découvrir l'infirmier au Maroc, qui n'était pas du tout, voilà, en tout cas la vision que moi j'avais en France. Et pareil, ça a été une belle aventure humaine surtout, parce que c'était se mettre aussi au même niveau que les personnes. Et surtout croire en l'infirmier marocain. Et ça a été vraiment une belle expérience pour ma part. Pour eux aussi, en tout cas, je l'espère de tout cœur. Et ça a été aussi leur montrer qu'infirmier, on n'est pas qu'un exécutant, qu'on participe au projet thérapeutique du patient, qu'on participe aussi à la réflexion médicale, qu'on est vraiment les personnes qui soutenons le service de santé, parce que le médecin, il est là quelques minutes, mais l'infirmier, il est là en permanence. Et c'est nous qui assistons à pas mal de choses, même à des confidences que les patients nous font et que le médecin ne le saura pas. Et du coup, ça a été vraiment une belle aventure. Et ça m'a même permis de connaître le contexte sanitaire au Maroc, qui n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais connu, par rapport au matériel, par rapport à la gestion aussi des familles, qui font partie intégrante des hospitalisations. En France, c'est le patient et rien que le patient. Et ici, au Maroc, on est vraiment dans un travail où on doit aussi intégrer la famille, qui assure aussi l'accompagnement aussi de son parent, de les mettre aussi dans la confidence sur le suivi du patient. En France, non, c'est le patient, c'est les droits du patient, et c'est le patient qui vous dit s'il faut partager une information avec la famille. Alors qu'au Maroc, c'est la famille qui prend pratiquement la décision. C'est la famille qui décide. Et donc ça, c'était un nouveau contexte culturel qu'il fallait aussi que je comprenne et que j'intègre. Et ça fait partie aussi de mon expérience aussi pour connaître aussi le Maroc. Vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous a poussé à embrasser ce métier. Et justement, dans vos écrits, une phrase revient souvent, justement dans votre mémoire. Soigner quand il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette réflexion? Est-ce qu'elle est liée à une expérience marquante de votre parcours? Alors effectivement, ce mémoire-là, je l'avais fait dans le cadre en fait d'une maîtrise en sciences de l'éducation. Pendant en fait mes études de cadre, on avait la possibilité de continuer vers une maîtrise. Et du coup, moi, j'ai choisi le sujet des soins palliatifs. Et parce que dans le service où je travaillais, on avait quelques lits, la gériatrie, on recevait pas mal de patients qui arrivaient avec des pathologies neurodégénératives, donc à type de maladie de Charcot, à type aussi de maladie de Parkinson, mais très évoluée. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais travailler sur ce sujet-là. Et pour être vraiment le plus neutre possible, je suis partie à l'hôpital Avicenne à Paris. Donc c'est à Bobigny, c'est dans le 93. C'est une région qui est assez... cosmopolite en fait. Non, cosmopolite, il y avait plusieurs nationalités. Et je suis partie dans le service justement de soins palliatifs et d'oncologie de l'hôpital Avicenne. Et là, c'était 15 jours en fait de vraiment... j'étais dans l'équipe. Je suis partie avec ma tenue d'infirmière, mes sabots d'infirmière, et j'ai travaillé avec l'équipe qui était dans le service. Je travaillais un peu avec le brancardier, un peu avec les soignantes, un peu avec l'infirmier, la secrétaire, les médecins, pour voir aussi l'interaction entre chaque professionnel et le patient, culturellement différent. Même si quand je suis arrivée dans le service, pareil, c'était aussi cosmopolite.
voilà, il y avait beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers du milieu africain, tunisien. Donc c'était vraiment un espace où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et du coup, ça m'a vraiment, en tout cas moi, enrichi sur le plan humain. Et ma directrice de mémoire, et je lui fais aussi cette dédicace, Roselyne Ayotte, c'est une écrivaine, une anthropologue, qui m'a suivie sur ce travail. Et on est parti sur une approche anthropologique. Et le titre de ce mémoire, c'était ça. Hein. C'est des patients qui sont en fin de vie. Et du coup, effectivement, soigner quand il n'y a plus rien à faire, mais il y a quand même à faire, c'est plus sur le versant plutôt humain. Parce que voilà, c'est les soins de confort, c'est accompagner la personne, lui donner du temps, intégrer la famille, parce que c'était des personnes africaines, donc la famille était présente aussi. Donc voilà, et cette humanité, moi déjà, elle m'a accompagnée pendant toutes mes années d'infirmière, parce que travailler dans la gériatrie en soins palliatifs, vous êtes obligé d'avoir de l'humain, et voilà, sinon il faut changer de service. Et du coup, en fait, j'ai grandi avec ces principes-là. Donc en fait, il y avait presque, j'allais dire, pas de raison que ça change. Et donc ce mémoire-là, moi, ça a été vraiment une révélation pour moi. Parce que depuis 11 ans, je n'avais pas touché les bouquins, bon, à part lire des articles. Mais là, le fait de se remettre dans l'écriture, et moi, ça m'a remis en fait dans mon cursus, parce que moi j'ai fait un bac littéraire, je ne fais pas du tout un bac scientifique, un bac littéraire et philosophie. Et reprendre sa plume et écrire, du coup, pour moi, ça a été en tout cas une belle opportunité, en tout cas l'occasion de remettre tout ça. C'est le point de départ. Exactement. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai soutenu du coup ce mémoire-là, il y a un éditeur en France qui m'avait contacté pour me proposer de travailler pour eux et rédiger des ouvrages. Donc j'en ai fait et puis je continue encore à en faire chez eux. Et surtout, l'idée derrière la tête, c'était que ces ouvrages soient dédiés à des professionnels pour leur permettre justement d'accéder à un niveau encore supérieur. Par exemple, les aides-soignantes, les auxiliaires de puéricultrices leur permettent justement de réussir leur concours à l'école d'infirmiers. Et quand j'ai fait l'école des cadres, j'ai écrit aussi le livre pour permettre aux infirmières de devenir aussi cadres. Et ce que j'ai adoré, c'est aussi les feedbacks des personnes qui utilisent les ouvrages et qui trouvent que ça les a aidés, ça leur a permis de réussir leur concours. Donc pour moi, c'était aussi une fierté aussi, de pouvoir avoir aidé ces personnes-là, justement, à progresser et à, pourquoi pas, continuer aussi dans une formation académique. Donc, et en fait, déjà, c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin des ouvrages en sciences infirmières, tout ça. Et en fait, on a remarqué dans la plupart de vos ouvrages que vous parlez sur que l'infirmier, il faut soigner aussi avec ses mots et son regard. Oui, exactement. Et est-ce que vous avez vécu un moment où cette dimension a plus de force que la technique, on peut dire? Alors moi, comme j'étais dans un service, comme je le disais, gériatrie, soins palliatifs, effectivement, le regard, il était présent. Alors en France, c'est un peu atypique. Hein, des fois, on avait des patients, c'était nous, entre guillemets, leur famille. C'est nous qui les accompagnons dans les derniers instants en fait, de vie. Parce que soit la famille habitait dans le sud de la France, soit elle était très loin. Donc c'est vrai que les patients étaient avec nous. Donc on était un peu leur accompagnant. Donc les derniers gestes, la dernière toilette, également la toilette mortuaire pour certaines personnes. Et effectivement, le regard, il est important. Et moi, souvent, je le disais, et ça faisait partie un petit peu du refrain de l'équipe avec qui je travaillais. Quand on arrivait au vestiaire, on laissait notre vie dans le vestiaire. On mettait notre uniforme, on montait dans le service et on était des personnes du service. On n'était pas du tout Badia ni un tel, quoi. Donc pour être vraiment avec eux, pour leur donner tout ce qu'on avait à leur donner. Et après, quand on repartait, là, vous remettez vos vêtements civils et puis vous repartiez à votre vie. Et c'est surtout dans la gériatrie, les personnes âgées ont vraiment besoin de s'exprimer, de parler. Ah oui. Et raconter leur vie, surtout raconter. Et justement, ma formation, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous, en tout cas, sur ce programme-là, c'est vous dire que la personne, c'est pas qu'une maladie. Il y a tout un vécu derrière, et vous avez tout intérêt à intégrer justement leur vie, en fait, leur vécu, parce qu'avant de devenir ces personnes-là, ils ont été
je sais pas, il a travaillé dans tel secteur d'activité. Et donc, c'est intéressant. Et souvent, nous, on mobilisait ça. Parce qu'une personne que vous recevez, qui a peut-être une pathologie incurable, des fois, ça fait du bien de parler de sa vie, de ses loisirs, qu'est-ce qu'il aimait faire. Et ça permettait, du coup, de rendre les soins moins douloureux, parfois. Si vous deviez faire des pansements qui demandaient justement du temps, qui demandaient aussi est-ce que le patient, il fallait le détendre. Le fait de parler de lui, qui vous parle de ses enfants, qui vous parle de ce qu'il aime faire, ça permettait justement que le soin se passe le mieux possible. Ouais. Et c'est pour un bon soin, il faut utiliser une vision holistique, on peut dire. Exactement. Oui. Et moi, j'ai remarqué ça pendant mon summer school en Suisse. Merci encore une fois pour l'opportunité. C'est que vraiment, les personnes âgées ont vraiment besoin de parler, de s'exprimer. Et on apprend beaucoup avec eux. Oui, et ils ont tout parfois... Oui, je sais. Ils doivent parler, ils veulent parler vraiment. Il faut leur laisser ce temps de parole aussi qui est important. Parce que des fois, là, c'était en soins à domicile ou c'était dans un... C'est une home. Ah ouais, donc c'est une maison de retraite. Et souvent, quand ils voient du personnel soignant, ils ont envie de partager avec vous. Il ne faut pas que vous soyez là que pour faire la prise de tension ou donner le médicament. Il faut aussi prendre un peu de temps pour les écouter. Même quand vous faites la toilette, au moins le temps de leur laisser faire quelque chose tout seul. Les féliciter, c'est aussi quelque chose, ça fait partie aussi des soins. Et c'est vrai que moi je le dis tout le temps et je pense que je vous l'ai dit, c'est pas le fait d'avoir travaillé dans un service hautement technique qu'on devient le meilleur infirmier ou la meilleure infirmière. Et moi je le dis tout le temps, j'ai fait toute ma carrière en gériatrie, j'ai tout appris en gériatrie et la gériatrie n'a rien à envier à la réanimation, au bloc opératoire. Chaque secteur a ses particularités. Mais cette sensibilité que vous allez acquérir justement auprès de ces personnes-là, vous ne pourrez pas l'acquérir dans un autre service. Donc voilà. Les études scientifiques qui approuvent ça déjà. Exact. Donc votre partage illustre à quel point le soin dépasse les gestes techniques. Et cette vision, on le trouve aussi dans vos ouvrages, notamment Réussir ton entrée à IFSI, EFAS et EFAP. Vous avez choisi d'écrire pour les soignants et les étudiants. Qu'est-ce que vous a donné envie de transmettre par l'écriture? Est-ce pour partager votre expérience ou pour valoriser notre profession infirmière? Les deux, parce que je me dis, moi j'ai eu cette chance d'apprendre vite. C'est bien aussi de partager ce qu'on a reçu. Et puis le fait justement d'écrire pour ces professionnels, je sais qu'il y a certaines professions, ils s'essoufflent. Par exemple, une aide-soignante, une auxiliaire de périculture, souvent la pénibilité du travail est là. Et ils ont besoin aussi de monter aussi en compétences. Et quand j'écris ces livres-là, je me dis, j'espère que grâce à ce livre, ils vont pouvoir en tout cas réussir tous les concours. Et après, c'est à eux de choisir dans quelle école ils veulent aller. Donc effectivement, il y a ça, c'est écrire pour eux. Et également pour aussi valoriser la profession. Et surtout au Maroc. En France, un peu moins, parce que la profession, elle est quand même assez reconnue. Au Maroc, on a encore un peu de retard, mais grâce à vous, on a déjà 2 promotions qui ont fini leur formation, et j'espère que vous serez vraiment la génération qui allait en tout cas changer cette vision en tout cas de l'infirmière au Maroc auprès des citoyens, pour qu'ils comprennent que vous êtes également là pour eux, vous êtes également là aussi pour améliorer aussi cette prise en charge qui des fois peut être banalisée, que ce soit la surveillance de la douleur, prendre en charge un patient qui vous dit que son traitement le soulage pas, prendre le temps de l'écouter, et puis bien sûr, diffuser aussi aux médecins pour qu'ils puissent voir ce qu'il peut faire. On parle souvent de votre rôle propre, et ça aussi, ça fait partie des choses, malheureusement au Maroc. Les infirmiers n'ont pas pris conscience que la loi leur autorise maintenant un rôle propre. Donc je pense que maintenant vous êtes au courant, la loi 43-13, le décret qui permet vraiment une valorisation de la profession. Maintenant, il faut que les infirmières prennent conscience, en tout cas, que le décret leur autorise une certaine autonomie infirmière. Bien sûr, elle n'est pas médicale, c'est pas médicamenteux, mais qu'il y a des choses que vous pouvez faire de vous-même. Poser des diagnostics infirmiers. Si vous regardez les actions infirmières qu'on peut faire par rapport à un patient qui a mal, au-delà de la thérapeutique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites du rôle infirmier. On parlait du relationnel, écoutez un patient qui vous dit qu'il a mal, c'est important de savoir écouter.
Vous avez mis l'accent sur une point très important, c'est que les soins infirmières, c'est pas paramédical et c'est pas médical, mais ce sont des sciences qui sont infirmières. Exactement. On a des articles qui sont scientifiques, on a vraiment une recherche derrière. Oui. Non, tout à fait. Et bon, je pense qu'on en parlera après, mais c'est vrai que la recherche infirmière, elle vient aussi contribuer aussi à valoriser aussi la profession infirmière au Maroc. Et c'est pour ça qu'on vous demande pour vos... justement, vous allez être confrontés bientôt, c'est votre sujet de mémoire, et c'est en tout cas d'être initié justement à cette méthodologie de recherche pour justement essayer aussi d'améliorer les pratiques professionnelles, que dans les services, les infirmiers comprennent que voilà, il y a des paramètres qui sont fondamentaux, comme par exemple la prise de la douleur. On disait tout à l'heure, vous prenez la tension, vous prenez les pulsations, mais la douleur, elle doit être aussi mesurée, même si le patient ne le dit pas. Mais le fait de lui demander, voilà, s'il a mal, ça permet aussi d'avoir aussi ce paramètre-là qui pourra justement, parce que peut-être qu'il a honte, qu'il n'ose pas vous le dire, mais ça permettra d'aller faire le diagnostic avant même que ce soit lui qui l'exprime. Et en fait, dans vos ouvrages aussi, vous parlez de la nécessité de prendre soin de soi-même pour mieux prendre soin des autres. Et quels conseils donneriez-vous aux infirmiers qui risquent l'épuisement et le burn-out ? Alors effectivement, après, au-delà de tout ce qui est organisation, par exemple dans un service, c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous arrivez, vous déposez vos vêtements dans le vestiaire, vous montez, vous faites, vous êtes infirmier, infirmière. Mais quand vous redescendez, vous vous rhabillez, il faut que vous repreniez votre vie. Et ça aussi, c'est l'expérience qui vous permettra de prendre de la distance par rapport à ce que vous allez observer, à ce que vous allez vivre dans les services. Et des fois, c'est vrai qu'on se retrouve peut-être avec une affinité pour certains patients. Et du coup, on projette dessus soit notre parent, soit notre enfant. Donc là, ça fait partie de l'expérience. Il faut savoir, mais ça s'acquiert petit à petit. Et surtout, ne pas rester tout seul avec une douleur ou une souffrance que vous avez vécue vis-à-vis d'une situation. Moi, pour mon expérience, on était une équipe assez solidaire entre infirmiers, aides-soignantes, et on organisait régulièrement des temps pour discuter entre nous. Ça devenait presque de la télépathie, et ça nous faisait du bien justement de se confier entre nous et de repartir entre guillemets un peu soulagé, de reprendre une vie normale de maman, d'enfant, pour justement se préserver aussi, parce que c'est important aussi par rapport aussi au métier, parce que si on commence à s'épuiser, ça va devenir de plus en plus difficile d'arriver au travail, peut-être même d'aller au travail, et puis même vis-à-vis des patients, si vous n'êtes pas reposé, vous ne vous sentez pas du tout épanoui dans ce métier, ça va être compliqué de soigner quelqu'un. Et on a le droit de demander l'aide. Exactement. Il faut. Et si vous avez la possibilité même entre vous, vous êtes en formation, mais le fait justement de vivre ces années de camarades en formation, si vous voyez dans votre promo qu'il y en a un qui ne va pas très bien, au contraire, il faut essayer de l'aider, essayer de l'écouter. Tirer la main. Oui, exactement, parce que c'est notre métier et c'est vrai que ce n'est pas dans tous les métiers qu'on a la possibilité de le faire. On a un métier qui se tourne vers l'autre et on veut être utile à l'autre. Donc si on voit un de ses confrères qui n'est pas très bien, il faut aussi l'aider aussi. Vous avez souligné à quel point il est essentiel de préserver l'humain au corps du métier infirmier. Et en même temps, notre profession évolue rapidement avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit déjà apparaître des outils comme par exemple le système d'aide à la décision clinique, la surveillance automatisée des patients et encore des applications de formation en simulation. Selon vous, quel rôle l'IA peut-il jouer pour les soins infirmiers? Quelle opportunité offre-t-il et quelles sont les limites ou les risques faut-il garder en tête pour ne pas perdre le sens du soin? Alors effectivement, l'IA maintenant, je crois qu'elle est présente dans tous les secteurs d'activité, en sciences infirmières également. Effectivement, vous avez parlé de tout ce qui est scope, tout ce qui est justement aide pour la surveillance des constantes des patients. Je sais qu'elle est aussi utilisée pour la surveillance des plaies, par exemple pour diagnostiquer le stade d'une plaie, par exemple une escarre. Je sais qu'avec des photos, l'IA peut vous dire, c'est la phase de détertion, c'est la phase de nécrose, et elle vous dira quelle méthode ou même quel médicament mettre dessus. Donc après, c'est au médecin de vous prescrire. L'IA, effectivement, il faut l'utiliser comme un outil.
dans notre métier. Et encore une fois, mais je crois qu'on l'a dit suffisamment, il faut garder du bon sens. Ouais. Si vous vous rendez compte que cette IA elle est en train de vous faire dévier de votre rôle justement de soignant, d'être humain, je crois qu'il faut se poser des questions et puis s'arrêter et puis raisonner un petit peu et se demander si c'est vraiment l'IA qui est en train de vous dicter votre travail, parce qu'il faut que ce soit vous le maître. Elle n'est qu'un outil pour vous aider justement à avancer. Mais quand elle vous dépasse, je pense qu'il faut s'arrêter. Il ne va jamais remplacer l'infirmier déjà dans un service. Normalement, oui. Il va aider, mais exactement. Il va remplacer. Donc, enfin, dans vos écrits, on retrouve souvent la notion de transmission. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez transmettre au-delà des connaissances aux générations des infirmiers du futur? Alors après, ça aussi, je disais tout à l'heure, il faut être dans le partage. Et donc, pour moi, la transmission, elle est fondamentale. Vous allez, là, c'est vrai que c'est votre 3e année. Vous avez déjà vécu le tutorat avec les lauréats qui sont sortis. Donc, c'était eux qui vous avaient transmis aussi leur expérience. Quand vous allez être lauréat bientôt, il va falloir aussi que vous transmettiez aussi aux étudiants qui vont arriver dans les services et que vous allez encadrer. Donc, la transmission, elle fait partie intégrante de notre métier. On est un métier où on transmet. Alors, avec les confrères, ça va être les transmissions par rapport à un patient, par exemple. Voilà, vous avez travaillé le matin, vous avez observé tel comportement chez le patient. Ça fait partie des transmissions, qui sont, que vous devez donner à votre collègue, tracer sur le dossier du patient. Mais il y a aussi la transmission aussi, c'est que pour que ce métier continue justement d'évoluer, vous devez transmettre ce que vous apprenez. Et pourquoi on vous fait cette initiation à la recherche en fin de 3e année, c'est pour vous démontrer et surtout que vous compreniez que justement, pour pouvoir continuer, il va falloir aller chercher. Et la science, elle avance même des fois trop vite et qu'une pratique que vous avez peut-être appris en 1re année, elle est peut-être plus d'actualité en 3e année. Et c'est ça, et en tout cas, c'est comme ça que je le vois au travers des lauréats qui sortent de chez nous, c'est que vous continuez de lire en fait ce qui se passe. Et souvent, je donne une métaphore, je dis souvent, quand vous n'avez plus envie de lire, si vous avez fermé vos livres, changez de métier, parce que l'infirmière, c'est une obligation. On nous confie des personnes, on ne peut pas se permettre de s'arrêter sur une connaissance qu'on nous a donnée à l'école. C'est pour ça que je dis souvent, on vous donne une base, et c'est à vous après de continuer. Parce que là, vous allez finir, mais peut-être qu'il y a des choses que nous, on n'a pas pu parcourir dans le programme, mais c'est à vous de devenir auteur et puis surtout acteur de votre métier, de vos connaissances, et surtout ne pas s'arrêter d'apprendre, parce que c'est ça qui fait que vous allez continuer même d'apprendre et continuer aussi et peut-être d'apporter aussi des solutions. Oui, et je pense que ça se donne aussi dans la formation. Par exemple, pour nous, les 3 promotions, nous sommes toujours solidaires. La première déjà, on remarque que toujours la première promotion, il tutore l'avant-dernière. Donc, il y a cette transmission dans la formation. C'est lui qui exige la transmission après le travail. Et ça vous met en plus dans une posture où vous devez du coup expliquer à l'autre. Et là, vous vous rendez compte que le rôle d'enseignant, c'est quand même assez compliqué des fois. Parce que c'est comment je vais lui transmettre, comment je vais lui expliquer pour qu'il comprenne, comment vérifier qu'il a bien compris, qu'il n'y a pas quelque chose qui lui a échappé. Et donc ça, c'est important parce que votre métier d'infirmier, c'est un métier de transmission. On l'a dit, mais encore plus parce que vous allez vous occuper des patients, mais vous allez également avoir peut-être des étudiants qui vont arriver. Et ces étudiants, vous devez aussi leur permettre aussi d'apprendre. Donc, vous faites partie aussi de leur encadrement. Donc, il y a un proverbe qui dit que l'infirmier, ce n'est pas juste un praticien, mais c'est un mentor. Exactement. Oui, c'est ça, oui. Oui, exactement. Vous avez évoqué avec beaucoup de force l'importance de la transmission. Et justement, à la fin de chaque épisode, nous demandons à notre invité de proposer le nom d'un prochain invité qu'il aimerait entendre dans ce podcast. Qui aimerez-vous inviter au prochain podcast? Alors, la personne que j'aimerais qui soit invitée, c'est Riham Ben Saad. Elle est kinésithérapeute au niveau de l'UM6P Hospitals. C'est une personne qui a travaillé avec moi quelques années. Et je pense que c'est une personne qui pourra en tout cas répondre à pas mal de questions, en tout cas en lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, donc c'est vraiment la personne que je vois et qui pourrait être interviewée.
Merci infiniment, madame, pour ce partage inspirant et profondément éclairé. Votre vision du soin à la croisée de la science et de l'humanité nous rappelle à quel point la profession infirmière est avant tout une discipline de réflexion, d'engagement et de sens. Avant de conclure, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toute l'équipe de Nurse Talk Podcast et ainsi à nos chers professeurs, M. Abdelmonem Manoussi, Mme Fatim Zahra Marsi, Mme Khadija Yacoub et Mme Hafsa Zahlan à cause de leur support qu'ils nous ont apporté à ce projet. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura touché autant que nous a inspiré. Puissiez-vous continuer à questionner, à poser vos questions, apprendre et transmettre, car chaque infirmier, chaque infirmière ont une part de savoir, d'histoire et de transformation. Et n'oubliez pas que Nurse Talk for giving nurses the mic they deserve.